Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, je vais aborder le chapitre du vampirisme émotionnel ou bien du vampirisme énergétique. Alors, on est tout à fait dans un sujet dit de psychologie populaire, mais ce que l'on remarque, c'est que depuis quelques années, ce thème très populaire de vampires, enfin on est en plein dedans, c'était Halloween il y a 3 semaines, bref, il est en train d'avoir de plus en plus d'attention de la part de la communauté scientifique, de la part de la communauté psychologique, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, que les gens rapportent de plus en plus dans les séances. Et puis voilà, j'avais envie d'un peu aborder cela, et aussi de vous donner quelques clés pour que lorsque vous vous retrouvez face à un vampire énergétique ou un vampire émotionnel, vous puissiez vous désamorcer de cela. Alors, la première chose qu'il faut que je mette en place, vous avez peut-être entendu que j'ai dit vampire émotionnel ou bien vampire énergétique. Pour moi, l'émotion, c'est une énergie. Littéralement, et le E, émotion, donc c'est une énergie qui bouge, d'accord ? Il y a aussi tout l'aspect de l'énergie vitale, c'est-à-dire votre motivation, votre capacité à vous concentrer, votre dynamisme quotidien, tout ça, c'est de l'énergie. J'irais même dire que les pensées, le mental, c'est une énergie, c'est un influx nerveux. Alors quand je parle d'énergie, je le parle et à cette dimension qui va être plus rationnelle, pragmatique, mais aussi, vous me connaissez un petit peu, j'ai une ouverture sur les énergies dites plus subtiles. Bref, pour aujourd'hui et pour ces 2 épisodes, quand je parle de vampirisme émotionnel, je suis vraiment dans les interactions dites plus pragmatique, rationnel, one-to-one. Bien entendu, après, si vous avez une ouverture dans tout ce qui est plan plus subtil, spirituel, énergétique, on peut avoir aussi des effets qui se font à ce niveau-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, quels sont les signes que vous avez rencontré en fait un vampire émotionnel ? Comme je dit avant, c'est vraiment cette fluctuation de l'énergie vitale. Est-ce que une fois que vous avez fini de parler avec cette personne, est-ce que votre énergie vitale, elle est augmentée ? Est-ce qu'elle est neutre ou est-ce qu'elle a été drainée, pompée ? Dans le côté un petit peu plus généraliste, on va probablement remarquer en fait que les paupières sont plus lourdes et qu'il y a cet épuisement qui n'a rien à voir avec le fait de ce que vous avez mangé, comment vous avez dormi, etc. C'est juste un « oh là là, elle me pompe ». Cette personne. C'est d'ailleurs des choses que l'on dit en fait en français. « Oh purée, cette personne, elle me pompe mon énergie ». Si tout d'un coup, il y a l'humeur qui baisse, vous arrivez, vous êtes normal, puis tout d'un coup, bam, vous voyez cette personne, vous interagissez avec cette personne, et puis pouf, votre humeur, elle est descendue, elle est baissée. Dans le côté humeur, il y a aussi ce côté un petit peu, tout d'un coup, je me sens un petit peu anxieux ou anxieuse, déprimée, voire même agressive, négative. Il y a un peu cette nervosité qui vient, ou au contraire, cet abattement, comme si vraiment, à la suite de la rencontre avec cette personne qui est, on va le voir après, peut-être virtuelle ou en présentiel, il y a ce côté « oh, j'en peux plus, quoi. Enfin, elle me pompe, elle me gave. » Alors, comment est-ce qu'on explique cela ? En fait, ça se passe au niveau de vos neurones miroirs. Alors, si vous connaissez pas les neurones miroirs, je vais vous faire une synthèse, mais ultra synthétique. Les neurones miroirs sont un certain type de neurones qui se trouvent à l'avant de votre néocortex, de votre cortex préfrontal de Jedi, d'accord ? C'est les neurones qui vous permettent d'être en connexion, en interaction avec les gens. C'est ce qui permet, par exemple, l'empathie. Je sais pas si vous vous sentez, par exemple... Peut-être que vous faites partie des personnes qui sont très sensibles et si tout d'un coup elles voient quelqu'un se faire mal, elles vont aussi automatiquement faire « aïe », comme si elles avaient eu mal elles-mêmes. Ça, c'est les neurones miroirs qui sont en action. On a tous des neurones miroirs. Certaines personnes ont une densité de neurones miroirs plus élevée. C'est quelque chose qui commence en fait à être remarqué de plus en plus. Ce qui se passe au niveau des neurones miroirs quand on est en interaction avec des personnes, c'est qu'il y a un échange. Quand vous parlez à quelqu'un, il y a un échange de flux, d'informations. Quand vous parlez avec une personne qui vous draine
de votre énergie, qui donc fait partie de ces vampires, eh bien, en fait, il n'y a pas cet échange. L'influx ne va que dans un sens. Donc, hop, elle pompe votre attention, par exemple, elle pompe votre écoute, votre énergie d'écoute, votre énergie d'attention. Puis, ce qu'elle vous renvoie, par contre, l'échange qu'elle fait avec vous, du coup, parce qu'il y a effectivement un échange, c'est qu'elle elle va vous renvoyer sa négativité, ses peurs, ses appréhensions, voilà, son nuage de poubelle, on va dire, ou bien parce qu'elle vous a drainé et épuisé de votre énergie vitale, vous vous retrouvez, dans cet état d'abattement, de fatigue, d'épuisement, comme si, limite, on a littéralement déchargé votre batterie émotionnelle, mentale. Alors, pour ma part, la première fois que j'ai commencé à me pencher sérieusement sur la question des vampires émotionnels, d'identifier ce qu'il y a des vampires émotionnels dans ma vie, je me suis rendu compte que probablement 90% des personnes que je voyais correspondaient à ce critère de me drainer. Donc, en premier, j'aimerais que l'on fasse juste une distinction entre les vrais vampires émotionnels, énergétiques, et l'autre aspect qui est la manière dont j'aime interagir et me positionner avec les gens. La posture que moi j'adopte, parce que comme Judith Orloff, qui est une psychiatre reconnue et écrivaine en fait en Amérique, elle a justement décrit le fait que pour les vampires émotionnels, les vampires énergétiques, parfois eux-mêmes ne sont pas au courant qu'ils le sont, et aussi que n'importe qui peut se retrouver dans une interaction qui va la drainer parce que cette interaction se cristallise sur des échanges, des transactions. Donc, si vous connaissez un peu l'analyse transactionnelle, peut-être que vous voyez de quoi je parle, qui font que l'interaction, le dynamisme qu'il y a entre deux personnes n'est pas énergisant. Et ça n'a rien à voir avec la pathologie ou la problématique d'une personne, est-ce que cette personne elle est toxique, est-ce que c'est un vampire émotionnel, ok? Ça peut des fois juste avoir avec le fait de comment votre relation, elle est cristallisée, sur quoi elle est cristallisée. Donc, faites en premier cette distinction. Pour vous, il y a une manière très simple de le faire, c'est de remarquer si cette personne-là, quand elle interagit avec d'autres personnes, elle a le même effet sur eux. Ou bien est-ce que c'est vraiment avec vous quand les deux, vous êtes en conversation ou en interaction, qu'il y a un truc épuisant qui se met en place. Alors, comme j'ai dit avant, Judith Orloff, qui a écrit en fait sur ce sujet, elle dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscientes d'être des vampires émotionnels et il y en a d'autres, en revanche, qui savent très bien et cherchent précisément à l'être dans un but très concret, qui est celui de procéder à une forme de domination et de renforcement de leur propre estime d'elles-mêmes aux dépens de l'autre personne. Donc, en soumettant l'autre, cette personne-là va se sentir grandie, énergisée. Et c'est en fait une stratégie que l'on va remarquer très très souvent, cette espèce de « je prends quelque chose de toi qui t'affaiblit, comme ça moi je me renforce et après je peux partir ». Et toi t'es un petit peu à quatre pattes, complètement épuisé, en mode « mon Dieu, j'ai tout ça à faire et j'ai juste eu une conversation de 10 minutes qui m'a complètement éclaté énergétiquement, émotionnellement ». Vous allez comprendre, peut-être que vous l'avez déjà compris, les vampires émotionnels, ils n'ont pas besoin d'être en contact avec vous pendant très longtemps. Ça peut passer en quelques minutes, hop, ils vous lâchent leur petite bombe, ils voient la réaction que ça vous fait, ça satisfait quelque chose en eux, ils se disent « Ah voilà. » Eux aussi, comme ça, qui arrivent, qui sont tout bien, tout heureux, je leur dis ça et bam, ça les rabaisse. Donc, on est tous au même niveau. Puis, du coup, d'une certaine manière, il y a une satisfaction pour le vampire émotionnel. Ça, c'est vraiment dans le cas où cette personne, elle est comme ça, elle en a conscience et c'est sa manière à elle d'interagir avec les gens. Alors, on a plusieurs typologies de vampires émotionnels. La première typologie, ça va être les personnes qui sont en posture de victime. La victime, c'est quelqu'un qui va constamment ou très fréquemment vous partager son désarroi au fait que le monde semble être contre elles, qu'elles n'y peuvent rien, que tout ce qui se passe dans leur vie, c'est pas de leur faute, et qu'elles sont obligées de subir. Elle vient avec cette envie qu'on l'aide, qu'on la comprenne. Et du coup, elles nous mettent dans une position hyper bizarre, parce que d'un côté, on a envie d'aider, bien sûr, mais au bout d'un moment, quand on commence à se rendre compte que la personne, c'est son fonctionnement, automatiquement, il va y avoir une envie de
prendre de la distance. Mais à ce moment-là, quel genre de personne êtes-vous si vous osez prendre de la distance par rapport à une personne qui est une victime de la vie? Vous devenez une personne égocentrique qui ne pense qu'à elle. Et dans ce sens-là, en fait, la personne qui est constamment en posture de victime joue là-dessus. Elle joue sur la culpabilité possible que vous pourriez ressentir d'un moment dire « Ben écoute, ça suffit, je me détache, j'en ai marre de tes problèmes. Prends sur toi » parce que la victime, par principe, n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Alors, on va mettre à nouveau une nuance. Effectivement, dans la vie, il y arrive des situations où on est victime de la situation. Il y a quelque chose qui se passe et puis il y a un temps de latence, une période réfractaire pour absorber ce qui s'est passé, pour l'intégrer, digérer tout cela. Tout le monde peut être victime à un moment donné. L'idée, c'est là à nouveau de regarder quelle est l'intensité, la fréquence de cette interaction. Est-ce que la personne, elle est toujours en mode victime? Et est-ce que votre relation repose sur le fait qu'elle, elle décharge son désarroi sur vous et que vous, à un moment donné, vous êtes là, vous écoutez, tout d'un coup, vous commencez à donner des conseils, mais qu'est-ce qui se passe? Les conseils ne sont jamais mis en pratique. Et on est dans ce méli-mélo, ce cycle, que c'est toujours, en gros, la même histoire, même si peut-être certains facteurs changent, mais c'est toujours la même histoire. Et vous, à un moment donné, vous commencez à en avoir marre. Vous êtes actionné comme poubelle émotionnelle. Il y a quelque chose que le Dalai Lama a dit que j'ai trouvé vraiment pas mal. Si quelqu'un cherche une poubelle pour y jeter ses ordures, faites en sorte que ce ne soit pas votre esprit. Vous allez comprendre que ça, c'est un petit peu une posture, justement, que je vous invite et je vous encourage à adopter si vous vous reconnaissez dans ces dynamismes de « je suis souvent face à des personnes qui me drainent et qui sont des vampires émotionnels, énergétiques pour moi. » Ou en tout cas, la nature de mes relations est souvent cristallisée sur cette dynamique ou non-dynamique, en l'occurrence, de vampirisme. Alors, comment s'en sortir si votre vampire à vous, c'est une personne qui est prise dans le côté de la victime? C'est de la responsabiliser et de cadrer votre disponibilité. N'hésitez pas à dire au bout de quelques minutes, pour les personnes qui sont non proches, je suis désolée d'interrompre, mais je dois absolument y aller. Et ensuite, là c'est des petits twists de phrases, de dire quelque chose dans les lignes de « En tout cas, je te souhaite » ou « Je vous souhaite énormément de courage et j'espère que vous trouverez ou que tu trouveras rapidement des solutions pour faire face à cette situation. » Là, en fait, vous arrivez à recadrer la personne en disant « Bon, déjà, je ne suis plus disponible pour ça et je te responsabilise en t'envoyant beaucoup de courage pour que toi, tu trouves tes solutions et que ça aille mieux. » Ensuite, ne proposez pas votre aide et ne suggérez pas par empathie, sympathie, parce que c'est des choses que l'on va dire naturellement en fait dans nos sociétés. Dans le cas où tu aurais besoin d'un coup de main, n'hésite pas à me parler. Enfin voilà, les formules de politesse et de gentillesse, dans ce cas-là, sont à éviter. Et oui, peut-être que vous allez passer pour quelqu'un de dur, etc. Mais à la fin de la journée, c'est votre énergie vitale. Et je l'imagine qu'il y a d'autres personnes dans votre vie qui méritent plus cette énergie vitale que d'autres. Et peut-être c'est pas beau, puis peut-être que vous avez un problème avec le fait que je puisse dire que tiens, en fait vous pouvez choisir à qui vous donnez votre énergie vitale et puis il n'y a pas tout le monde qui mérite la même chose. Peut-être que ça vous pose problème. Si c'est le cas, je vous invite à aller approfondir en fait pourquoi ça vous gêne cela. Ensuite, deuxième typologie, c'est les narcissiques. Donc ce sont des personnages qui sont en fait exclusivement centrés sur eux. Et vous existez dans leur vie, votre présence dans leur vie est due au fait que vous leur apportez quelque chose. Alors, ça peut être de l'attention, de l'admiration. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne narcissique se nourrit de votre présence pour exister. Ensuite, bien sûr, on entend beaucoup, justement en psychologie populaire, le pervers narcissique. Ça c'est encore une autre dimension à cela. La dimension étant que le pervers narcissique va aussi vous affaiblir psychologiquement, en fait, afin de garantir votre présence dans sa vie. Mais la personne purement narcissique, en fait, le monde
tourne autour d'elles, elles sont égocentriques, mais pour pouvoir exister, elles doivent exister dans le regard de quelqu'un. Et donc votre présence, si vous voulez, garantit cette existence. Et comment est-ce qu'elle va vous utiliser ? En fait, elle va juste pomper votre attention. Via votre regard, elle existe. Comment, en fait, se désamorcer de cela ? C'est de toujours montrer quand vous communiquez comment les choses sont à leur avantage. Voilà. C'est à un moment donné, oui, mais je ne veux pas faire ça parce que moi. Et voilà, vous trouvez en fait les facteurs ou les variables de la situation qui sont à leur avantage et vous mettez l'attention là-dessus. Ensuite, on a une troisième typologie, ce sera la dernière pour cette première partie, c'est la personne qui contrôle. Et en fait, ces personnes, elles essayent de manière presque obsessionnelle de vous contrôler et de vous dicter comment vous êtes censé vivre, vous sentir, interagir, vous habiller, manger, penser. En fait, elles ont une opinion sur tout. Et avoir des opinions, c'est génial. Le souci, c'est quand on commence à remarquer que quand vous êtes différent, que vous faites autrement, que vous faites à votre sauce, s'il y a une espèce d'invalidité dans le regard de l'autre, de la personne qui essaie de contrôler tout. Elle ne prend pas en considération comment vous faites. C'est non, quoi. Ça n'a pas de valeur. Vous êtes non validé. Il y a des phrases typiques des personnes qui essaient de contrôler, qui ont une opinion sur tout, c'est du style « tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu devrais faire ». Puis, en fait, ils s'en fichent de votre réponse. Ils vont juste continuer et aller vous expliquer. Et la sensation, c'est la sensation de se sentir dominé, rabaissé ou infantilisé. Alors, comment est-ce que vous vous protégez de ça ? C'est très simple, c'est n'essayez jamais de contrôler quelqu'un qui essaie de vous contrôler. Ça, c'est le premier truc. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, dans cette interaction-là, parce que vous avez perdu, de toute manière. C'est des personnes, c'est des pros à ça. Et elles s'en fichent, en fait, de vous. C'est elles qui ont envie d'être entendues et exprimées et qui veulent que le monde soit comme elles imaginent que le monde devrait être parce que ça serait tellement mieux. En fait, les personnes qui essaient de contrôler tout, et tout le monde sont des grandes angoissées. Il y a cette notion de s'affirmer sainement sans leur dire quoi faire. Donc, par exemple, c'est de dire quelque chose du style « j'apprécie tes conseils, mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin de travailler cela moi-même ». C'est cette confiance-là, cette affirmation qui juste repositionne, qui dit « merci ». Mais en fait, là, je vais faire quelque chose pour moi-même. Et peut-être la personne qui essaie de vous contrôler, elle aura la satisfaction de dire oui, vas-y, tu vas faire ça à ta manière, mais tu vas voir, tu vas te louper, parce que, etc. Mais pour vous, c'est une manière, en fait, de désamorcer cette interaction où elle va continuer à vous dire comment elle ferait votre vie et vivrait votre vie si elle était à votre place. Voilà. J'en reste là pour cette première partie sur le vampirisme émotionnel / énergétique. Je vous souhaite une toute belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Des gros bisous et merci pour votre écoute.